Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain. Aujourd'hui, Initial Coin Offering, avec Stéphanie Latombe, associée Capital Market et responsable startup chez Mazars. Dans le monde de la blockchain, il y a aussi un sujet évidemment très important, c'est le mode de financement. Et il se trouve que le financement par l'ICO, c'est un des use cases de la blockchain. Les porteurs de projets qui viennent, qui sont dans ce monde technologique-là, en général, sont à un stade très très jeune de leur aventure. À ce stade très très jeune, il est clair qu'en France, c'est compliqué de lever des fonds auprès du public et auprès d'investisseurs institutionnels. Ces derniers investissent dans des projets qui ont déjà démarré, qui ont en général déjà des KPI, c'est-à-dire des indicateurs financiers, et qui ont évidemment le plus souvent un résultat opérationnel positif, ce qui est loin d'être le cas sur les porteurs de projets blockchain, et donc qui pensent ICO. L'idée, c'est donc de mobiliser la communauté qui croit dans le projet, et de lui demander de contribuer financièrement au développement évidemment technologique du projet et puis de pouvoir permettre le démarrage de l'activité ou dans certains cas de pouvoir simplement permettre de faire un POC, ce qu'on appelle un POC, un Proof of Concept, pour confirmer le bien fondé du projet. Alors le terme ICO, c'est vraiment un affront au régulateur parce que dans ICO, on entend un petit peu IPO. Ça, c'est le monde de l'introduction en bourse. Évidemment, l'idée, c'est de créer un nouveau mode de financement qui, en fait, on va vite s'en rendre compte, est quand même bien loin des sujets introduction en bourse et donc ne mérite pas les mêmes réflexes d'un point de vue technologique et d'un point de vue philosophique. Donc l'ICO, c'est une méthode de levée de fonds. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une ICO? Donc on a sa communauté acquise d'early adopters, c'est-à-dire des gens qui croient au projet dès le début, qui sont d'accord pour le financer. Et comment est-ce qu'on va pouvoir concrètement, qu'est-ce qu'on va donner en contrepartie de l'argent qu'on va lever via l'ICO? On va donner, les porteurs de projets vont créer ce qu'on appelle des tokens, c'est-à-dire des jetons. Alors ces jetons sont représentatifs non pas d'une part du capital ou d'une part des capitaux propres de l'entité, mais sont représentatifs d'un droit d'usage futur du produit ou du service qui va être créé par cette équipe. Alors on l'imagine bien, le risque majeur dans une ICO, c'est tout simplement que le projet ne voit jamais le jour ou qu'en tout cas, par exemple, on ait élaboré un POC et qu'on se soit aperçu finalement qu'il n'y avait pas vraiment de marché ou que la technologie n'était pas vraiment convaincante. Ces jetons, pourquoi est-ce qu'on dit que l'ICO est un use case de la blockchain? Tout simplement parce que ces jetons, ils vont être enregistrés dans la blockchain. Ces jetons, comment leur rôle va être défini? Les porteurs de projet, lorsqu'ils préparent une ICO, ils vont devoir rédiger ce qu'on appelle un white paper. C'est une sorte de manifesto où ils expliquent quelle est leur ambition, comment est-ce qu'ils vont organiser leur gouvernance, quel est en fait le business model de l'activité. En toute logique, il est clair que c'est compliqué pour eux de donner des chiffres vraiment sur leur activité à ce moment-là, donc on parle plus difficilement d'un business plan. Je parle vraiment d'un business model, c'est-à-dire le modèle économique qui est lié à l'activité en question. Dans ce white paper, on va attendre aussi, parfois, qu'il y ait quelques lignes de code qui sont liées en fait à la technologie elle-même. Et puis, on va surtout définir le rôle du token. On va lui donner des droits et obligations qui vont lui être liés. Le porteur de token, est-ce qu'il va avoir le droit demain d'acheter un produit? Est-ce qu'il va accéder à un service? Est-ce qu'il aura le droit de céder le token? Est-ce qu'il va être obligé de le conserver? Combien je vais créer de tokens? Et comment est-ce que je vais gérer le fait que si je n'atteins pas le montant minimum de levée de fonds dont j'ai besoin, qu'est-ce que je fais de l'argent qu'on m'a donné? Il est en séquestre au début. Est-ce que je vais le rendre aux porteurs de tokens et donc ne jamais leur attribuer de tokens ou est-ce que l'argent m'est définitivement acquis? Ça, on va le voir, c'est très important pour les considérations de comptabilisation et de fiscalité future de l'opération. Les concepts de base qu'il faut bien avoir en tête. Alors, la notion de blockchain, on en a parlé. Le token, on vient de l'expliquer. Souvent, les ICO sont créés sur Ethereum. Pourquoi? Parce que, alors, Ethereum, c'est la blockchain publique la plus connue aux côtés de Bitcoin. Pourquoi Ethereum? Parce que c'est une blockchain qui a une technologie particulière qui permet de greffer sur le token, ou en tout cas sur l'actif qui sera émis, ça permet de
de greffer ce qu'on appelle un smart contract. C'est-à-dire que, pour revenir sur le sujet du séquestre de fonds, de comment je gère, en fait, une fois que j'ai attribué les tokens, comment je gère les fonds que j'ai levés, le smart contract, c'est lui qui va pouvoir déclencher ou ne pas déclencher le fait de rémunérer en token l'argent ou le fait de devoir rendre la monnaie fiduciaire aux investisseurs de départ. Ça permet tout simplement de traduire technologiquement les termes qui seront définis dans le white paper. On se rend vite compte que ce white paper, s'il est écrit à la va-vite et s'il n'est pas extrêmement bien documenté, extrêmement précis, encore une fois sur les droits et obligations, ça va créer énormément de problèmes à l'équipe porteuse de projet ensuite pour savoir tout simplement comment gérer sa relation à son investisseur et puis très certainement aussi en cas de litige. Clairement, si on ne peut pas s'appuyer sur du vocabulaire juridique extrêmement précis, l'équipe sera certainement perdante. Le white paper, ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est un concept qui n'est pas défini, évidemment, par des textes, ni de loi ni de règlement, c'est plutôt de la bonne pratique. Il y a certains pays comme la Suisse qui ont justement défini des meilleures pratiques en matière de rédaction de white paper. Donc on est loin pour l'instant de la notion de prospectus au sens opération de marché, mais c'est un peu ça l'idée. C'est un peu vers ça que les porteurs de projets tendent aujourd'hui. Parce que ça les sécurise aussi et ça permet aussi un correct partage de responsabilités, que ce soit correctement rédigé. Donc on va voir qu'on va aller vers une professionnalisation de ces sujets. Autre point qui est une actualité qui est assez récurrente par rapport au sujet de l'ICO, c'est qu'on entend beaucoup dire que les porteurs de projets ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire en France pour aller y placer les fonds. Pourquoi ? Parce que les banques, et il ne s'agit pas de se dire d'aller placer des crypto-monnaies sur un compte en banque, il s'agit bien d'aller mettre de l'euro ou du dollar qu'on aurait pu lever dans le cadre d'une ICO. Pourquoi ? Parce que les banques ne peuvent pas ouvrir un compte et y mettre de la monnaie fiduciaire si elles n'ont pas la certitude de l'origine des fonds. Ça passe par une procédure de contrôle interne assez exigeante qui s'appelle le KYC, qui veut dire Know Your Customer, qui est une procédure qui est juste incontournable dans le monde de la banque et de l'assurance et qui est un peu une nouveauté et qui est un peu un incontournable aussi dans le monde de l'ICO. Ça consiste en quoi ? Tout simplement, quand quelqu'un vient souscrire une opération d'ICO et donc quelqu'un à qui on va donner des tokens, cette personne-là va investir par exemple en euros. On va lui demander sa pièce d'identité et on va aller vérifier son identité et on va dire son track record de manière assez... c'est quand même assez simple à ce stade-là. Alors le fonctionnement et les acteurs dans une opération comme l'ICO, c'est assez simple. Il y a l'équipe qui est porteuse de projet. Il faut quand même revenir à des réflexes fondamentaux. Derrière, il y a une entité juridique. On est en France, il y a une entité qui est établie, qui a déposé des statuts, sans quoi tout ça n'existe pas d'un point de vue juridique. Et cette entité va mettre en œuvre un projet. Donc, cette entité juridique, c'est elle qui va porter l'opération. Donc, il va y avoir une émission d'actifs vis-à-vis des investisseurs, qui sont des souscripteurs et qui sont donc en général aussi une communauté qui est acquise à la cause des porteurs de projets. En contrepartie, ces souscripteurs vont donner donc soit de la monnaie fiduciaire, qui va donc être dans la comptabilité de l'entité en question, soit des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou comme l'Ether. Ça, de toute façon, c'est le white paper qui définit dans quelle monnaie on a le droit de souscrire au projet. Ensuite, ce qu'il peut se produire aussi, c'est qu'il y a un marché secondaire, c'est-à-dire en fait tout simplement que les actifs qui sont émis dans le cadre d'une opération, donc ces fameux tokens, ils pourraient être tout simplement enregistrés sur un marché, qui est un marché spécifique dédié aux crypto-monnaies, sur lequel il y aurait des échanges sur le marché secondaire, c'est-à-dire le porteur de projet pourrait venir ensuite échanger et revendre ses actifs. Ça, c'est très important parce que c'est là qu'on va voir un principe de spéculation. Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir de la spéculation sur ces opérations ? Tout simplement parce que le nombre de tokens qu'on émet au moment du lancement de l'opération est un nombre fini. On ne peut pas utiliser la planche à billets, on ne peut pas faire d'inflation de cette manière-là. Donc, le token, si le projet prend vraiment forme, il va nécessairement prendre de la valeur. Il faut aussi voir que le token, quand il est émis au début de l'opération, il est souvent émis avec un discount. Donc, le souscripteur qui arrive très tôt dans le projet, il est quand même favorisé, on va dire, ce qui est logique, puisque c'est lui qui prend le risque maximum par rapport au projet.
Un autre sujet important, c'est de combien on parle. Est-ce que c'est un phénomène très isolé? Est-ce que c'est un phénomène qui a vécu déjà et finalement qui est déjà mort? On entend beaucoup de choses sur le sujet. Ce qui joue évidemment, c'est la volatilité des crypto-monnaies, des crypto-actifs. On voit le cours du Bitcoin, on voit le cours de l'Ether, donc on est quand même sur, sur une dégringolade sur la fin 2018 en particulier. De toute façon, il a été dit que sur fin 2017, on était sur des niveaux de valeur qui étaient totalement hors sol et indécents et qui ne représentaient pas vraiment la valeur de la technologie. Alors finalement, on arrive en 2018 avec un volume d'opérations qui est évidemment en augmentation par rapport à 2017, mais sûrement sur des natures d'opérations qui vont être différentes. Et en particulier, les porteurs de projets vont s'imposer plus de procédures et vont se mettre plus de réglementations, tout simplement pour aller toucher des investisseurs. En 2017, les opérations d'ICO, elles ont très bien marché sur ce qu'on appelait le utility token, c'est-à-dire ce fameux droit d'usage, droit d'accès aux services ou aux produits futurs. Le risque majeur, je le disais tout à l'heure, c'est que le projet ne voit jamais le jour et en fait, c'est le cas entre 95 et 97% des cas. Donc, les investisseurs d'ICO en 2018 se sont trouvés très alertés là-dessus et ont demandé plus de gages que ça. C'est-à-dire pas seulement un droit d'usage futur, mais peut-être un droit dans le capital de la société, peut-être un droit de vote, peut-être un droit dans la gouvernance, et ça paraît complètement logique, puisque là, tout à coup, il y a l'alignement des intérêts. C'est-à-dire que ces personnes-là sont intéressées, elles font un pari au départ, elles accompagnent une opération au départ, elles ont le droit d'avoir un droit de regard sur les décisions qui sont prises par l'équipe porteuse de projet. Donc le nombre, le volume d'opérations et le montant, donc on est sur à peu près 20 milliards de dollars en 2018. Évidemment, on voit qu'il y a une progression, on voit que ce ne sont pas des opérations qui sont en train de s'essouffler, mais elles sont juste en train de prendre une forme différente. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est l'évolution réglementaire. Des pays ont interdit ces opérations, c'est le cas de la Chine, ce qui ne veut pas dire que les investisseurs chinois ne vont pas sur des ICO, mais ce sont des ICO étrangères. Aux États-Unis, ils ne veulent pas entendre parler de utility token, ils restent sur leur réglementation relative aux titres financiers, ce qu'on appelle les securities. Donc les opérations, soit elles se conforment à ça, soit elles n'existent pas. Et donc la France s'est intéressée au sujet pour une raison très simple à la base, c'est que les fonds qui sont levés, majoritairement, sont levés auprès du public. Et quand on fait ce qu'on appelle appel à l'épargne publique, on va chercher donc l'argent de l'épargnant français et le garant de ça, celui qui doit surveiller ça, c'est l'AMF. Si l'AMF se désintéresse de ces opérations, ou en tout cas se détourne des opérations d'ICO qui existent par des porteurs de projets en France, elle ne joue pas son rôle, elle ne fait pas son travail. Donc elle est critiquable et certainement passible de poursuite, entre guillemets, par les investisseurs, les particuliers en fait, les petits porteurs. Donc de fait, l'AMF a dû s'intéresser à ces sujets. Par ailleurs, il y avait évidemment une place à prendre en Europe, puisqu'il fallait quand même être parmi les premiers pays à réagir sur ces opérations-là, pour que ces opérations se passent sur le territoire, et surtout pour que ces opérations n'aillent pas s'exporter dans des endroits exotiques où elles étaient rendues possibles. J'entends par là Malte, par exemple, ou d'autres territoires où les choses sont plus simples. Pour revenir sur le concept de ICO versus IPO, il faut simplement avoir en tête que pour se financer, une start-up, elle doit élaborer une stratégie. Ça peut très bien commencer par une ICO, c'est-à-dire aller chercher... Enfin, je parle d'ICO, on pourrait aussi parler de crowdfunding. Ça peut très bien aller chercher de l'argent auprès des particuliers au départ, et puis se structurer progressivement, faire rentrer des fonds si le projet prend vraiment forme, et in fine aboutir sur une introduction en bourse. Alors clairement, IPO arrive frontalement face à ICO parce que dans l'IPO, on a un monde réglementaire qui est extrêmement exigeant. On a un système qui est très centralisé pour surveiller tout ça. Et on fait en général, les opérations qui fonctionnent sont des opérations qui émanent de sociétés qui ont déjà une belle histoire, qui ont souvent 4-5 ans d'existence, qui ont évidemment un résultat opérationnel positif.
qui ont déjà beaucoup démontré, qui ont une gouvernance structurée, ils ont une vraie équipe, ils ont en général aussi un nombre de salariés relativement important. Voilà, c'est pas 3 personnes, c'est plutôt 50, voire 100, voire encore davantage. Le monde de l'ICO, c'est une équipe projet de 3 personnes. C'est aucune donnée chiffrée à donner au marché, ou en tout cas, si on en donne, on sait très bien que c'est quand même de la fable. Voilà, ce qui compte vraiment, c'est le business model, et ce qui compte vraiment, c'est le track record et la solidité de l'équipe porteuse de projet, sa capacité à délivrer. Donc, c'est très, très, très important de s'intéresser au parcours des personnes qui sont en train de lancer l'opération et à leur capacité à tenir la route si elles ont des difficultés, soit de mise en œuvre, soit des retards, soit tout simplement des difficultés pour lever des fonds à un moment précis de l'existence du projet. Début 2019, on a hâte de savoir comment ces opérations vont évoluer. L'ICO a vraiment fait son temps, sa belle époque en 2017 sur la partie utility token. 2018 est venu un petit peu se corser d'un point de vue exigence réglementaire, entre guillemets, en tout cas bonne pratique, et la lucidité des porteurs de projets qui ont bien vu que pour être regardés et pour être souscrits, il fallait qu'ils sortent du lot, et pour ça, donc, montrer vraiment patte blanche et avoir un maximum de caution morale. 2019 sera certainement l'année du STO, donc Security Token Offering, c'est-à-dire qu'on tend vers le monde des securities, des titres financiers, on tend vers les exigences relatives au prospectus, mais on ne va pas jusque-là. Il est clair que les souscripteurs et que les investisseurs sur ces projets-là ont besoin maintenant de davantage de garanties, et que si ces opérations doivent continuer, elles devront nécessairement passer par ces obligations-là. Blockchain Talks, le podcast sur la révolution blockchain.